chers internautes, vous suivez votre émission politique, émission qui traite de l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Et cela, ça se passe sur Abidjan 24, votre nouvelle télévision en ligne. Aujourd'hui, je suis sur mon plateau avec Monsieur Samba David, qui est le coordonnateur de la coalition des indignés de Côte d'Ivoire. Bonjour Monsieur Samba David. Bonjour mademoiselle Doudou, bonjour à la régie Abidjan 24. Je suis donc Samba David, le coordonnateur national de la coalition des indignés. Je réponds donc à l'invitation de cette télévision en ligne, qu'est Abidjan 24. Je suis donc disposé à vos différentes questions. Merci. Merci. Au sommaire de cette émission, nous parlerons de l'ex-premier ministre qui nous a quittés quelques jours après les élections législatives en Côte d'Ivoire. Et aussi, bien sûr, nous allons revenir sur les résultats de ces élections et en dernière position, l'avis de notre invité sur le choix de notre président de la République sur le nouveau premier ministre qui se nomme Hachi Patrick. Voilà, c'est tout. Monsieur Samba David, qui est l'homme? Merci. L'homme est un inconnu qui a été révélé au monde entier par ses actes. Et je voudrais dire, grâce à l'événement Ouattara, voilà, et comme la Bible a dit, si Jésus n'était pas allé à la croix, on n'aurait pas su qu'il était le Fils de Dieu. C'est-à-dire que l'adversaire ou l'ennemi vient toujours pour faire clore l'œuvre que Dieu a proposé ou Dieu a mis pour l'occasion. Donc c'est sous Ouattara, en 2013 du moins, Samba David revient de l'exil et il met sur pied la coalition des indignés. Avant la coalition des indignés, il s'appelait du Uniquez à l'état civil. Il crée donc la coalition des indignés. Il se rebaptise comme Abraham s'est rebaptisé. Il se rebaptise du Uniquez et puis et Samba David du moins. Et puis il commence à dénoncer les injustices sociales et tout ça. La mauvaise gouvernance, le détournement, les arrestations arbitraires, l'impunité et tout ça. Donc, voici ce qui est Samba David, c'est l'homme qui dit ce qu'il pense. Et voilà, c'est l'homme qui dit ce qu'il pense. C'est l'homme qui ne cherche pas à plaire. Mais voilà, quand moi je plaire à mes enfants et ma femme même, c'est essentiel. Et voilà, donc je ne cherche pas à plaire à qui que ce soit, je ne cherche pas à se convaincre, mais je voudrais que les gens comprennent ma lutte et la vision que j'ai. Voilà, Samba David est celui-là qui est un penseur libre, qui n'est pas soutenu par un parti politique, qui n'est pas financé par qui que ce soit, qui se débrouille avec ses camarades d'Alba Naounou, que je voudrais citer ici un exemple, et autres, pour mener la vie sociale sur le terrain. Voilà, Samba David a été l'objet de plus de 7 arrestations, il totalise 3 ans d'emprisonnement et tout ça. Donc Samba David continue sa lutte dans la défense la justice sociale. Merci. J'aimerais vous demander, M. Samba David, est-ce que vous avez connu l'ex-premier ministre avec Bakayoko? Je ne l'ai jamais rencontré. Bien évidemment, un Ivoirien de ma trempe, bien sûr, ne veut pas dire qu'il ne connaît pas Ahmed Bakayoko, mais je ne l'ai jamais rencontré physiquement. Les médias et autres nous parlent d'Ahmed Bakayoko, les artistes nous parlent d'Ahmed Bakayoko, ses frères nous parlent de lui et lui-même nous parle de lui. Donc j'ai connu Ahmed Bakayoko à travers les médias à distance, mais malheureusement je ne l'ai jamais rencontré, je ne l'ai jamais approché. Et voilà. Et donc pour quelqu'un que nous avons vu de loin, je crois bien que quelque temps avant son enterrement, je lui avais fait donc un hommage qui était comme une lettre adressée à Ahmed Bakayoko, dans laquelle j'ai quand même dénoncé la vanité, parce que nous autres, nous avons été les victimes de ce monsieur-là. Ce monsieur, pourquoi? Parce qu'il était le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur. Toutes ces arrestations que nous avons subies, sa maltraitance que nous avons subie, c'était donc de son fait. Il avait donc un discours vraiment guerrier pour lui. Tous ceux qui se levaient contre le régime Ouattara
contre le système Ouattara devrait retrouver son chemin. Et donc, pour des simples dénonciations sans fondement réel, nous étions arrêtés, bastonnés, maltraités et autres. Voyez-vous? Aujourd'hui, si nous voulons lui attenter un procès, c'est sûr qu'il ne sera pas présent parce qu'il est parti à jamais. Et si nous voulons qu'il vienne s'expliquer sur tout ce que nous avons subi, voilà, c'est sûr qu'il ne sera jamais là parce qu'il est parti à jamais. Si nous avons besoin aujourd'hui, si nous réclamons un simple pardon de vive voix, c'est sûr qu'il ne parlera jamais parce qu'il n'a plus de voix. Mais en tant qu'homme politique, il a quand même laissé une leçon aux Ivoiriens. On peut partir de rien et être sauvé. Ahmed Bakayoko est parti de rien du tout. Et il n'a pas eu besoin de grands diplômes, il a eu besoin de son charisme, il a eu besoin du cran et il est arrivé là où il est. Donc nous, ces victimes qui sont aujourd'hui vivants, pour certains, d'autres morts, et morts du moins, et il y en a qui sont en prison, nous lui accordons notre pardon, parce que là, il est couché. Je suis bêté, et donc les bêtés disent, celui qui est blessé, c'est lui qui fait pitié. C'est ça. Voilà, même s'il n'a pas raison. C'est ça, la nouvelle nous est parvenue précisément le mercredi 10 mars 2021. L'information nous tombe dessus comme un coup de tonnerre, la mort du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Quelle douleur et comment vous l'avez appris? Oui, et il faut dire que la mort d'Ahmed Bakayoko, nous autres, pour les informations que nous avons eu d'informations un peu plus tôt. Avant 10 mars, c'était déjà le 8 mars déjà, on nous annonçait déjà la mort d'Ahmed Bakayoko. Voilà, c'était quand même surprenant. Voilà, surprenant. Mais comme je l'ai dit, sous Ouattara, que moi j'appelais Ado l'étonnant, c'était quand même étonnant. Voilà, c'était quand même étonnant que Ahmed Bakayoko soit parti si facilement. Et voilà, et que la vie est reprise comme ça, comme si rien n'a été. Voilà, c'est aussi ça, vanité des vanités. Voilà, merci. Pensez-vous que la mort de ce grand homme-là est une perte pour le pouvoir en place? Une grande perte pour le pouvoir en place? Je dis à qui veut m'entendre que Ouattara vient de perdre ses deux béquilles. Et dans l'histoire, la politique du monde d'ailleurs, et comme Ouattara a toujours un bilan inégalable et inattaquable, il a toujours supplanté le monde. Dans l'histoire du monde entier, 2 premiers ministres meurent en l'espace de 2 mois, nulle part ailleurs, si ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est du ado, ça. Il fait de l'exceptionnel. Voilà, ce que les gens n'ont pas encore vu, lui, il montre ça aux gens. Donc c'est sous son mandat, non seulement qu'on a le taux le plus élevé de suicide dans le monde entier et en Afrique, parce que c'est depuis qu'il est là qu'en Côte d'Ivoire, les gens se suicident. C'est depuis que Ado est là que l'AVC est devenu comme un pari aujourd'hui. Et voilà, c'est depuis que Ado est là que quand quelqu'un, un ministre ou un DG futile, détourne de l'argent, il n'est pas emprisonné et qu'il est promu. Et c'est depuis que Ado est là que nous assistons dans le gouvernement de Côte d'Ivoire le décès d'un président de la FIFA en fonction. C'est depuis que Ado est là que nous assistons à l'emprisonnement d'un imam. Et vous voyez, voilà. C'est depuis que Ado est là que nous assistons le décès vraiment de 2 premiers ministres en l'espace de 8 mois. C'est Ado l'étonnant. Et donc, vous voyez, c'est des hommes. Voilà. Là, vous portez des accusations là. Non, c'est un constat. L'accusation, c'est ce que vous ne savez pas. Mais ce que nous voyons tous, c'est un constat. Je constate que sous Ouattara, voici, et vous et moi, nous constatons ensemble. Okay. Alors, l'ex-premier ministre, on ne va pas finir de parler de lui parce que c'était un homme que les Ivoiriens, dont les Ivoiriens pensaient qu'il avait cette facilité-là de réconcilier en vrai les vrais Ivoiriens. Voilà. Et quel est le mot dont vous pouvez prendre pour le caractériser? Oui, en ce monsieur, et bien même que je ne l'ai pas côtoyé,
Mais certaines personnes, c'est-à-dire les artistes et certains jeunes qu'on appelle jeunes de la rue, voilà, disent que ce monsieur était vraiment humain. Et moi, comme je l'ai toujours dit, Ouattara ne voulant pas de la réconciliation vraie, ne pouvait pas laisser Ahmed Bakayoko parler de réconciliation. Voilà, parce que la réconciliation, c'est un acte. Ce sont des actes qu'on pose que la réconciliation. Ce monsieur-là, je crois bien que il y a aussi beaucoup pour, si vous voulez, non seulement pour l'emprisonnement des Ivoiriens, mais quelquefois, on nous dit qu'il se battait beaucoup pour que la Côte d'Ivoire retrouve une atmosphère politique un peu plus apaisée. Alors donc, vous voyez, lors de la désobéissance civile lancée par le président Henri Konan Bédié, vous avez vu que pour stratégie politique, pour étouffer cette action, M. Ouattara a donc décidé de poser des blocus devant la résidence des différents leaders. Je vous laisse dire donc à Assouadou, professeur Dr Assouadou, voilà, et le président comment on appelle ça, Mabri Touakeuse, et tout ça, et Bédié. Et du coup, on voit un communiqué dans lequel on nous dit Laurent Gbagbo aurait appelé Ahmed Bakayoko pour demander que ces blocus soient levés. Mais écoutez, c'est un coup dur pour Ouattara. Laurent Gbagbo appelle en bas, et puis du coup, les jours qui viennent, le blocus est levé. Vous voyez que l'autre est libéré, Afingé est libéré, et qu'on appelle ça Dikaoui est libéré, et ainsi de suite, et puis l'atmosphère reprend. Mais Ouattara ne veut pas ça. Ouattara veut être au centre de tout. Ouattara est le demi-dieu, est Dieu sur terre. Voilà. Donc, il ne faut pas que son ange lui vole la vedette. Donc, c'était un peu ça, l'histoire d'Mbakayoko. Voilà, c'est quelqu'un de fougueux. Quand on voit déjà des vidéos qui fuient un peu partout, où en train de danser, en train de rire, c'est l'ami des artistes, c'est l'ami des jeunes. Malheureusement, je crois bien que je ne l'ai pas connu. J'ai raté l'occasion de le rencontrer parce que là, le 12 ou le 13 septembre 2020, voilà, tous les leaders avaient été invités au Palais de la Culture pour un échange avec le Premier ministre Ambak. J'ai donc décliné l'invitation, je ne me suis pas rendu parce que parler de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas au Palais de la Culture. Voilà, si vous voulez vraiment qu'on échange la Côte d'Ivoire, ce n'est pas au Palais de la Culture. Donc pour moi, c'était l'accompagner et puis bon, faire du bling-bling. Au moins, je n'aime pas le bling-bling, donc je ne me suis pas rendu au Palais de la Culture. Malheureusement, c'était la seule occasion où je pouvais voir Ambak, peut-être échanger avec lui, malheureusement. Donc qu'il repose en paix, ainsi va la vie. En tout cas, on ne finira pas de parler de vous, grand homme, que la terre vous soit légère là où vous êtes. Alors nous allons passer à notre deuxième volet, M. Samba, qui sont les élections législatives en Côte d'Ivoire. Le verdict est tombé, le RHDP, parti au pouvoir, conserve la majorité et obtient 137 sièges sur 225, suivi de la coalition PDCI-RDA-EDS qui a raflé 50 sièges. Les candidats indépendants sont venus en troisième position et le Front populaire ivoirien dirigé par Pascal Afindé s'en est tiré avec 2 sièges. Qu'est-ce que vous pouvez dire concernant ces résultats? D'abord, c'est une déception. C'est une déception. Pourquoi? L'opposition, en allant à ces élections-là, pensait à rafler la majorité des sièges. Mais là, comme l'opposition nous a habitués, leur incohérence, leur division interne, qui aujourd'hui profite au pouvoir Ouattara. Voyez-vous, j'ai fait partie de ceux-là qu'on a appelé le mouvement non au 3e mandat. Donc, j'ai fait partie de ce mouvement-là. Dans ce mouvement-là, il y avait toute une coalition, société civile, et pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, Ouattara a pu mettre ensemble tous les partis politiques d'opposition et la société civile. Alors, nous avons donc essayé de combattre la violation de la Constitution par M. Alassane Ouattara et le coup d'État constitutionnel de M. Ouattara en groupe. Grande finale de surprise, pendant que les gens annoncent d'aller aux élections, cette plateforme si forte est brisée et 2 personnes, c'est-à-dire 2 mouvements, 2 partis seulement,
vont en alliance, le EDS et le PDCI. Cela a donc contribué à fragiliser l'opposition. Voyez-vous? Et il y a des villes où de ces différents partis-là ont eu des candidats où ils ont perdu. Où ils ont perdu. Donc, c'est cette déception-là. C'est cette déception-là. Regardez à Bobo, par exemple. Regardez à Bobo, où PDCI et EDS sont allés en rang serré. Mais si le COGEP, si Mabry Kouakeus, qui a eu sur son parti, a eu 8 députés, voilà, si ces personnes-là étaient allées en rang serré, c'est pas sûr que le RHDP passe. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on attendait là n'a pas marché. Aujourd'hui, Ouattara nous a arraché, il s'est imposé à l'exécutif. Aujourd'hui, il vient de prendre l'Assemblée nationale. Et en point de vue communication, ça dit, du point de vue communicationnel, il dit aux Européens qui l'ont soutenu que voici, je suis majoritaire. Et là, il peut dire qu'il est majoritaire. Parce qu'il a raflé 131 sièges devant 137. Donc, devant toute l'opposition. C'est déjà ça. Et j'ai été candidat aux élections législatives chez moi à Ouagaïo. Voilà. Aujourd'hui, c'est une expérience, une bonne expérience pour moi. Pourquoi? Parce que je viens de découvrir que les élections en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la compétence qui prime, mais c'est ce que tu donnes aux populations qui prime. Donc, je voudrais donc bientôt ouvrir un débat là-dessus pour que la Côte d'Ivoire soit comme le Burkina en ce qui concerne les élections. Au Burkina, une loi a été votée. Une décision a donc été prise pour que les t-shirts, les affiches et les grands dons soient interdits au Burkina lors des élections. Tu vas vers la population et tu leur dis ce pourquoi tu veux qu'on te vote. Sans donner l'argent, sans donner des t-shirts. Parce que chez nous ici, pour un seul t-shirt, tu n'as pas donné à quelqu'un, on va te voter. Mais regardez-moi pendant ces élections-là, grâce au soutien des amis et autres, je n'ai fait que 1000 t-shirts sur 40 000 électeurs. Mais 1000 t-shirts sur 40 000 électeurs. Par contre, il y a des candidats, c'est-à-dire mes adversaires, qui ont fait, je ne sais pas, 40 000 t-shirts. Parce que même les enfants qui n'ont pas l'âge de voter avaient porté des t-shirts. Il y avait ça. Et seulement ça, dans un village où, après avoir exposé ton idée autre, tu donnes une bouteille de liqueur, ton adversaire vient, il donne, les que tu as donné, il donne ça 6 et il donne 300 000. Il y en a qui distribuent des motos. Mais écoutez, c'est la chair de conscience. Donc, la corruption, vous voyez, est aujourd'hui légitimée à travers les élections. Il faut donc combattre cela. Il faut permettre à la population ivoirienne de faire leur choix, de porter leur choix sur un candidat parce qu'ils pensent que cette personne-là peut les défendre. Non pas parce que cette personne-là les a corrompus. C'est un peu ça le souci des élections en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est donc un nouveau combat que je vais donc mener très bientôt avec des amis pour qu'une loi soit votée et que, au cours des élections, tout ça puisse prendre fin. Monsieur Samba, j'en venais comme je ne voulais pas vous couper. On a eu aussi l'avènement de 26 observateurs de différents pays qui sont venus pour la transparence de cette élection. Vous ne pensez pas que quand même il y a eu de la transparence parce que eux ils ont mentionné partout que les élections étaient transparentes et que c'était mieux que les années précédentes. Non, je n'ai pas dit qu'il y a eu de bagarre. Les élections se sont bien passées. Là où moi j'étais, dans la circonscription de Ouagaïo, Baïta, Daï, Pakaï et Yopoyue, il n'y a pas eu de bagarre. D'abord, là-bas nous sommes tous frères, donc il n'y a pas de bagarre. Et la démocratie a d'ailleurs triomphé à Ouagaïo parce qu'il y a eu 14 candidats, et 2 candidats des partis et 14 candidats indépendants. Donc là, cela exprime la démocratie chez nous. Mais ce que j'ai constaté, c'est l'achat de conscience. C'est l'achat de conscience. C'est ce qui a toujours, surtout marqué. Et ce n'est pas pour aujourd'hui, mais d'ailleurs, dans toutes les élections, d'ailleurs, regardez l'arrivée de Ouattara en tant que président, en tant que chef d'État, dans une région. Quand il doit aller dans une région, c'est là qu'on va venir faire la route parce que le président arrive. Il ne faudra pas que le développement, les infrastructures dévancent le président quand il doit aller dans une région. Il faut que ça soit un droit. Vous comprenez? Et quand on veut aller, regarde par exemple pendant les élections, un ministre d'État, un ministre du moins, qui dit à la population,
je suis ministre des infrastructures. Si vous ne me votez pas, celui qui va venir là, il va jamais m'amener une demande de route ici, et puis je vais la signer. C'est-à-dire, ils utilisent les moyens de l'État pour séduire. Il faut donc mettre fin à cela. Alors, je propose que non seulement il y ait une loi qui mette fin aux sections des t-shirts, affiches et autres, et des grands dons, et qu'il n'y a pas de ministre, c'est-à-dire toute personne occupant les fonctions d'État, à de hautes fonctions d'État, soit candidat, parce que ces personnes-là utilisent les moyens de l'État pour faire. Donc, les chances ne sont pas les mêmes. Vous voyez, il y a une inégalité au niveau des élections. Un ministre qui a non seulement le budget de l'État, qui utilise les voitures de l'État, qui utilise le carburant de l'État, mais quand il va en campagne, il est déjà victorieux. Vous voyez? Donc, il faut déjà mettre fin à ça. Quand tu es ministre, tu restes ministre. Regardez aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale sera voté. Les ministres, ils sont. Demain, quand ils vont finir d'élire le président, ils vont donc, demain mercredi, faire sortir le gouvernement. C'est pour dire qu'ils ont fini de voter, ils laissent leur touche de ministre et les suppléants vont passer. C'est pas bon. Il faut permettre à chacun d'exprimer sa compétence à la population. Donc, il faut lutter pour que, vous et nous, il faut que nous luttions pour que les députés, les maires et autres là, ne soient pas l'apanage des ministres et des DG et autres. D'accord. Voilà. Le record de cette élection est de 63%. Est-ce que le taux peu élevé qui ne s'expliquerait pas par la non-participation de certaines formations telles que le leader, le GPS, sans oublier aussi l'aile du Fonds populaire ivoirien de Simone Veil? Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas de... D'abord, je ne sais pas si au FPI, il y a l'aile de Simone Veil Babo, je ne sais pas. Donc, parce que là, on parle de EVS. Voilà, à ce que je sache, le taux de participation est très bas. Très bas, oui. Le taux de participation est très bas parce qu'il y a des villages où il y a en réalité 220 électeurs, 220 électeurs, et puis il y a seulement eu 56 votants. Vous voyez, donc le taux a été relativement très bas. Mais en Côte d'Ivoire, même les gens n'aiment pas voter. Ils ne sortent pas. C'est seul quand on vote les présidentielles que Ouattara augmente le taux. Sinon, en réalité, le taux n'a jamais été aussi important. Voilà, c'est seulement quand il y a un référendum que, bon, écoute, le taux est un peu élevé, mais quand c'est au présidentiel, vous voyez Ouattara, vous voyez son score. Là où nous, on pensait qu'il a eu 10% de taux de participation, lui, il a ramené ça à près de 46%. Vous voyez? Donc, c'est lui et ses chimistes et ses fabricants-là qui ont toujours mis de la levure dans le taux de participation pour que ce taux-là gonfle. Ouais, et cela exprime un peu comment la population est un peu déçue de la classe politique et des élections en Côte d'Ivoire. Parce que la vérité des urnes n'est pas dite. Vous voyez? Tu vas finir de voter et puis tu t'en vas. Celui que tu as voté, c'est pas lui qui a gagné, c'est ta candidat. Or, dans un village, par exemple, un candidat peut être majoritairement élu dans un village. Et puis au résultat, ce n'est pas lui qui a gagné dans ce village-là. Ça existe en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que depuis longtemps, nous avons toujours demandé que la CEI, tout ça soit réformé. Vous voyez? Mais nous autres, nous sommes comme des personnes qui veulent découvrir la vérité. Nous sommes allés pour essayer de voir la réalité aussi des élections, pour essayer de voir s'il y a aussi un combat à mener là-bas. Et nous avons découvert. C'était donc un bon exemple pour nous, un bon enseignement pour nous. Et très bientôt, nous allons donc en faire notre priorité. D'accord. Nous avons aussi appris que dans différentes circonscriptions, actuellement, les élections seront reprises. Je ne sais pas si vous avez aussi été informé de cela. Oui, la CEI, après avoir donné les différents scores et résultats, a décidé que les élections soient reprises dans certaines régions. C'est ce que sera. Oui, ça c'est avec ces différents recours que les gens ont pu déposer pour dénoncer ou bien pour protester les résultats. C'est ça. Donc, moi par exemple, dans ma région, est-ce que vous imaginez dans un bureau de vote où j'ai un représentant, on dit j'ai 0 voix, est-ce que vous trouvez ça normal? Dans un bureau de vote où j'ai des représentants, on dit tu as 0 voix. Vous voyez? Quand tu vas poser les recours, on dit non, c'est Ouattara qui l'a envoyé sur cela. Donc on laisse tomber pour dire qu'il y a encore du travail à faire. Parce que celui qui a vécu
une situation et celui qui la raconte, c'est deux personnes différentes. Moi, j'ai vécu cette situation. J'ai des PV des bureaux de vote. Il y a des bureaux de vote où j'ai des représentants. On me dit, je le vois. À moins que mes représentants là aient voté contre moi. Il y a tout ça. Vous voyez? Mais pour ces élections, comme je le dis, pour que le peuple puisse faire un bon choix et que la corruption soit un ennemi pour tous, il faut donc prendre de nouvelles dispositions. Ces dispositions-là voudraient que les DG d'entreprises d'État, les ministres et autres là, ne fassent pas partie des élections, déjà, et que nous allions du moins, comme le Burkina, où ces affiches et autres là, qui peuvent déjà créer la discrimination là, l'exclusion là, soient extirpées des moyens pour convaincre la population. C'est surtout ça. Moi, je ne suis pas salarié, je ne travaille d'ailleurs pas. Quelqu'un est ministre et puis il a fait 50 mois, mais je vais faire quoi? Quand tu as fini de parler à la population, on dit, mais tu as parlé, maintenant tu dis quoi? C'est ça, les élections en Côte d'Ivoire. C'est pas ce que tu dis qui convainc, mais c'est ce que tu déposes après avoir parlé qui convainc. Il y en a même qui ne parlent même plus, mais quand ils arrivent, ils déposent, et puis tout le monde a adulé. C'est ça c'est un peu ça la politique en Côte d'Ivoire. Il faut donc revoir. Monsieur Sompa, nous sommes encore dans le mois de mars. Le 8 mars était la date de célébration pour le droit de la femme. Le taux de participation des femmes à l'hémicycle en 2016 était de 12,2% et en cette année, le taux a été de 13,3%. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ces statistiques concernant la participation des femmes aux élections? Oui, ça montait un peu, non? De 12, on a 13. Ça augmente un peu. Ça, c'est déjà bon. Mais il faut retenir une chose. Les femmes en Côte d'Ivoire ne sont pas beaucoup, n'occupent pas des postes, des grands postes beaucoup. Vous voyez? Il y a cette discrimination-là. C'est ce qui explique le taux de participation aux élections. Vous voyez? La plupart des femmes qui ont été candidates, si ce n'est pas pour des partis politiques, pour une sorte d'alliance, mais quand vous voyez les autres femmes là, ce sont des femmes ministres. À Bobo, quand il y a Camara, elle prend d'autres papas, c'est elle qui l'a financé. L'autre est Tumodi, Goudou, et voilà, et Amouloto, ainsi de suite. Ce sont les femmes ministres là qu'on met devant parce qu'elles ont les moyens. Les femmes n'ont pas toutes les mêmes moyens. Vous voyez? Donc, il faut revoir ce problème-là. Si à la base, on augmente le nombre de femmes dans l'administration et autres, ça va aussi rejaillir sur le nombre de femmes candidates et autres. Mais si les femmes n'ont pas de moyens, c'est un peu ça. Il faut que les femmes elles-mêmes se battent. Il faut qu'elles se battent pour arracher leur place. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Parce que sans ces femmes-là, le monde n'aurait pas existé et que nous ne serons pas nés aujourd'hui. Donc, autant elles sont fortes là-bas à la maison, parce que la femme, c'est quoi? La femme, c'est la ceinture qui tient le pantalon de l'homme. Sans la femme, aujourd'hui, nos pantalons là seraient descendus jusqu'aux genoux. Même si les jeunes d'aujourd'hui s'habillent en voyant leur dessous, mais la femme tient quand même la vie de l'homme. Donc il faut qu'elles arrachent la place qui est la leur. Voilà. Au vu de tout ce qui a été dit avec ces résultats des élections législatives, vous pensez que ces résultats-là favorisent l'épanouissement de notre pays, la réconciliation vraie? La réconciliation en Côte d'Ivoire est une gangrène et Ouattara en fait une gangrène. Parce que la réconciliation là, ce n'est pas faire concert. Ce n'est pas dire à un artiste qu'à ça faut va chanter au nord. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas faire des caravanes de musique. Vous comprenez? Chacun a sa musique. Regardez, le peuple baoulé au Maroc, il y a baoulé là, au baoulé. Les bêtés vont au pont, ici, il y a au pont. Il y a les bougies, on danse. Mais la réconciliation, c'est quelqu'un qui pousse cela. C'est Ouattara qui doit booster la réconciliation. Et la réconciliation, comme Fouquet l'a dit, pour la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement, c'est un acte. Quel acte a posé Ouattara pour que cela donne l'impression
d'aller à la réconciliation. Des gens sont en prison. Moi, j'ai trouvé des gens en prison en 2015 qui sont encore là-bas jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, ces personnes avaient déjà fait 5 ans. Depuis 2011, ces personnes sont en prison. Quand en droit, on dit nous avons pris une loi d'amnistie, nous avons amnistié tout le monde, ce sont des faits qu'on amnistie, ce ne sont pas des hommes qu'on amnistie. C'est-à-dire tu as tué l'homme, l'autre a tué l'homme. Donc c'est tuer l'homme-là qu'on amnistie, le crime-là qui est amnistié. Malheureusement, Ouattara dit qu'il a pris une autre loi d'amnistie qui est après devenue une loi d'amnistie. Maintenant, il y en a qui sont encore en prison. Aujourd'hui, on ne veut pas parler des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Si Ouattara était conséquent, s'il était sincère, s'il était en paix avec lui-même. Mais vous voyez, c'est un monsieur qui est dans le faux. Voilà, durant tout son truc, il est dans le faux. Donc, il y a ce qu'il dit et il y a ce qu'il fait. Vous voyez? Et c'est ce qui est donc dommage. Alors, la réconciliation, c'est Ouattara qui ne veut pas de la réconciliation. Le jour, il n'a pas besoin de parler à la télévision. Le jour, un matin, on entend, on dit, ah, les exilés là, ils sont rentrés. On dit, ah, Charles Goudé, Laurent Gbagbo, Soro Diom, Akosi Benjo, qui sont exilés de l'autre côté, sont rentrés. On dit, ah, tous les prisonniers qui sont ici sont rentrés. Les prisonniers qui sont au Libéria sont rentrés. La réconciliation est finie. Dans chaque famille, il y a la danse, il y a l'amusement. La réconciliation est venue. Madame, nous ne sommes pas à notre première crise post-électorale en Côte d'Ivoire. En 2000, il y a eu une crise post-électorale. Comment l'ex-président Laurent Gbagbo a-t-il mis fin à cette crise-là? C'est pas un discours, un débat, de dialogue de réconciliation. Qu'est-ce qu'il a fait? Ouattara était poursuivi par un mandat international déposé par Bédié. Bédié a été chassé par Gueye Robert. Gueye Robert, chassé par la population, il allait chercher ces 3 leaders politiques-là, il les a ramenés. À chacun, il a demandé de faire un choix d'achat de voiture. À chacun, il a donné donc des primes viagères, c'est-à-dire à hauteur de 10 millions. À chacun, il a demandé de choisir une maison de son choix que l'État paye. C'est ça la réconciliation. Vous comprenez? Quand les parents de Ouattara étaient malades, Gbagbo faisait partie hélicoptère à Congo pour les faire venir à Pisa pour les soigner. Quand Ouattara a perdu, je crois bien, un parent, je ne crois pas lequel, Gbagbo a dit que l'État vient de perdre quelqu'un. Vous comprenez? Donc ce monsieur-là, c'est lui qui ne veut pas de la réconciliation. C'est lui qui est la base de ça. Peut-être que c'est quand il va partir qu'il va avoir réconciliation. Mais si on descend de son présent là, pour nous, comme j'ai toujours dit, l'homme mauvais d'aujourd'hui devient l'homme bon de demain. Mauvais par son passé, bon de demain par la modification du passé, par son nouveau comportement adopté. Vous comprenez? Donc, hier, si on dit que Soro Diom était assaillant, qu'il a tué tout le monde, qu'à son discours, il dit « je demande pardon, je demande pardon ». Aujourd'hui, certains disent que nous, on sait Soro Diom, on veut. C'est lui qu'on a rejeté hier. Donc, Ouattara, certes, il nous a fait assez de tort. Il a mis la Côte d'Ivoire en retard. Et regarde aujourd'hui, le Ghana dont nous moquions hier, un CD Ghanéen devient 600 francs ivoiriens. Tu sais quoi? C'est pour dire que pendant qu'il y avait des palabres, la guerre par-ci, par-là, tant que je ne suis pas candidat, tant que je ne suis pas président, la Côte d'Ivoire serait ingouvernable, le Ghana a pris le temps de construire le Ghana. C'est ça, il nous a fait assez de tort. Il est président parce qu'il a le gros fusil, il a des gros bras comme la France. Ce n'est pas parce qu'on l'aime. Mais il peut se faire accepter par les actes qu'il va poser finalement. Hein? Il a sur notre tête. Hein? Il a sur notre tête. C'est pour ça qu'on le regarde, c'est parce qu'on l'aime. Moi, je ne l'aime pas. Voilà, par sa manière de faire. Mais il n'a pas besoin que je l'aime d'ailleurs. Et je ne comprends pas sa politique. Vous voyez? Donc c'est lui le problème de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Ça, là, vous donnez vos avis personnels. Hein? Je suis là pour donner mes avis personnels. Je ne suis pas là pour donner l'avis de quelqu'un d'autre. D'accord. Mademoiselle Doudou. D'accord, monsieur. Alors nous allons passer à notre dernière question. Aujourd'hui, nous lisons le président de la République, M. Alassane Ouattara, a nommé le nouveau chef du gouvernement, M. Hachi Patrick. Pensez-vous que ce monsieur sera aussi à la hauteur de ce qu'on entend de la Côte d'Ivoire? Ce qu'on entend de lui dépend de Ouattara. Ah, d'accord. Si Hachi Patrick est libre et qu'il travaille librement, c'est sûr qu'il donne un bon résultat.
Mais s'il doit travailler selon la volonté des humains de Ouattara, c'est comme si c'était rien. Blanc, bonnet, bonnet, blanc. Vous comprenez? Voilà. Pour les informations que nous avons de Ouattara, c'est un monsieur qui n'aime pas la contradiction. Or, la démocratie pour laquelle les Blancs, la France surtout, a bombardé la Côte d'Ivoire et on nous a imposé Ouattara, dit-on, le démocrate. La démocratie, le sol de la démocratie, c'est la contradiction. Hein? C'est la contradiction. Ouattara ne veut pas de contradiction, donc il n'est pas d'abord démocrate. Il y a d'abord ce problème-là. Donc, si Ouattara aujourd'hui décide de faire de ce nouveau gouvernement-là un gouvernement de mission, pas un gouvernement de partis politiques, pas un gouvernement de clans, pas un gouvernement qui doit le servir, non pas servir à la volonté et aux besoins de la Côte d'Ivoire, alors c'est sûr que Patrick Achi fasse un bon résultat. Il faut noter à tout le monde, il faut dire que Patrick Achi a été déjà ministre pour la première fois en Côte d'Ivoire sous Laurent Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo qui l'a nommé pour la première fois parce que, dit-on, c'était son ami. Mais les choses évoluant, il a basculé de l'autre côté. Donc, pour dire que si Patrick Achi a été nommé, c'est pour dire qu'au RDR, où Ouattara avait dit qu'il y avait beaucoup de cadres pour assurer la relève, certainement qu'il n'a plus personne. Donc, il est en train de prendre le PDCI pour essayer de se faire une nouvelle garde-robe. Voilà, voici un peu ce que je voulais dire de comment on appelle Patrick Achi. Son résultat va dépendre de la volonté et de la sincérité de Ouattara. Merci. Chers internautes, nous sommes déjà à la fin de cette émission politique, et je suis toujours en compagnie de M. Samba David. M. Samba, vos projets pour les années à venir et puis en même temps votre mot de fin. Merci mademoiselle Doudou, je voudrais dire merci à la régie, je voudrais dire merci à Abidjan 24. Voyez-vous, je suis pour une Côte d'Ivoire vraiment réconciliée. Comme le disait Martin Luther King, je fais un rêve. Le rêve que je fais, c'est de voir la Côte d'Ivoire une et indivisible. C'est de voir la Côte d'Ivoire sans prisonniers politiques. C'est de voir la Côte d'Ivoire sans bradage de notre nationalité. C'est de voir la Côte d'Ivoire où le fils d'un pauvre va participer à une élection et il est élu. C'est de voir la Côte d'Ivoire où l'enfant d'un pauvre va passer un concours et il est admis. Non pas parce qu'il est un parrain, parce qu'il a le droit de passer le concours et par la tête, c'est-à-dire l'expérience et son savoir, il est admis. Je rêve de la Côte d'Ivoire où notre police, qui est aujourd'hui très fragilisée et accusée pour toutes sortes de corruption, soit démilitarisée et que la police ait un syndicat. Parce que tant que la police n'a pas la possibilité de dire le mal de la police, jamais la corruption ne va prendre fin. Parce que nous voyons seulement la corruption des petits policiers sur la route, mais la corruption des grands policiers n'est pas sûre. Parce que les petits policiers sont empêchés de parler. Vous voyez, ce sont les petits policiers seulement qui sont arrêtés et mis en prison pour corruption, et les grands policiers. Vous voyez, donc le jour où ce corps sera démilitarisé, les choses iraient bien. Voici un peu ce que je voulais dire. Je rêve d'une Côte d'Ivoire où le nord, le sud et l'est et l'ouest, passant par le centre, et se développent parce que c'est un droit. C'est un droit de chacun. Je rêve d'une Côte d'Ivoire, et une Côte d'Ivoire des droits de l'homme, une Côte d'Ivoire où chacun peut parler librement, circuler librement. Je rêve d'une Côte d'Ivoire sans microbes. Je rêve d'une Côte d'Ivoire sans fumoir. Comme Ambak est tombé aujourd'hui, je pense que les fumoirs vont donc diminuer et que la drogue va donc reculer. Et que nos écoles, que nos enfants ne soient pas un marché d'écoulement de la drogue, et que l'école soit le temple du savoir, et que l'école ne soit pas pour le sexe, pour la drogue et autres. Je remercie tout le monde. Je vous remercie, mademoiselle Doudou, même si vous avez réduit le temps, mais il fallait aller encore parce que j'ai assez à dire. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci à vous, M. Samba. Alors, c'est la fin pour cette émission. Vous voulez vous exprimer sur la politique, donner vos avis. Alors, la télévision en ligne Abidjan 24 aussi ouvre un espace pour vous.
Et cela, vous allez voir sous le bas d'écran l'email, l'adresse postale, peu importe, tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir venir aussi, comme aujourd'hui M. Samba David l'a fait, pour donner vos impressions, vos avis et parler de votre parti politique aussi. Donc sur ce, je vous dis au revoir et puis prenez soin de vous.